partage de l'écran. Merci de nous donner quelques secondes. C'est bon, Marie, c'est bon. Mesdames, Messieurs les membres du jury, chers candidats, chers invités, c'est un grand honneur pour nous d'accueillir M. Claude Didonnet, étudiant en licence de sociologie, qui s'apprête à nous présenter et à défendre son mémoire intitulé « Impact de la migration forcée et du choix de résidence dans une nouvelle communauté » par de la section communale de Bacabouche. Ce sujet d'actualité est d'une pertinence capitale pour notre pays, Haïti, confronté au défi de la migration interne forcée. Et le jury a proposé de Dr Nelson Sylvestre, mon directeur de thèse, notre estimé rapporteur, Dr Jude Saint-Martin, directeur de mémoire, et de moi-même, la présidente du jury. Monsieur Donnet, je vous rappelle que vous disposez de 10 minutes pour nous exposer les grandes lignes de votre recherche. Monsieur Donnet, la parole est à vous. Monsieur Donnet, on vous écoute. Merci, Madame la Présidente. Chers membres du jury, bonsoir. Je suis Claude Didonnet. Je présente aujourd'hui mon travail de recherche sur l'impact de la migration forcée et du choix de résidence dans une nouvelle communauté, et j'ai travaillé sur la section communale du Bac-à-Rouge. Alors, en 6 compartiments, je vais vous présenter l'essentiel de ce travail de recherche. D'abord, je vais vous présenter son introduction, ma problématique, la méthodologie qui a été utilisée, certains des principaux résultats obtenus, certains des enseignements et une conclusion. Le travail s'étend sur 3 chapitres. Un premier qui traite la migration et les théories migratoires, un deuxième qui parle d'Haïti et des expériences migratoires, et un troisième chapitre qui parle de la migration forcée au regard des individualités. L'escalade de violence des gangs armés a porté les gens à fuir leur domicile et de façon involontaire. Et à Jacmel, on a constaté un flux migratoire avec des visages étrangers, des personnes non connues qui sont arrivées, qui fréquentent les institutions, les communautés. Et ça a porté ma curiosité pour aller me renseigner davantage sur cette thématique. Et je suis allé vers les littératures sur le sujet. J'avais constaté qu'il y a une pauvreté en termes de données, en termes d'études disponibles, pendant que dans l'opinion publique, il y avait de l'inquiétude, il y avait certaines appréhensions par rapport à des questions de sécurité, des questions de logement liées à des flux migratoires. Je m'étais intéressé rapidement à comprendre l'impact de la migration forcée et du choix de résidence dans une nouvelle communauté. Pour cela, je m'étais fixé que d'abord, je voulais écrire, analyser et pourquoi et comment la migration provoquée par la violence des gangs pouvait avoir un impact sur la société. Et ensuite, je voulais oser le pari de critiquer les théories ou l'expansion ou l'usage expansionniste des théories dans les sciences sociales et humaines. J'ai travaillé dans un cadre précis, j'ai convoqué la méthode de recherche qualitative, vu que je travaillais sur des données catégorielles, des évidences et de fond, et je travaillais sur des récits de vie, des scénarios de vie, avec des nuances, des attitudes, des détails. Je voulais tout au moins pouvoir aller au fond des données pour puiser l'essentiel. Je m'étais muni de la technique d'entretien semi-directif et comme méthode, comme outil de collecte des données. Et pour traiter ces données, vu leur diversité, je m'étais proposé la technique de codage fermé pour m'aider à m'appuyer sur des termes précis, des termes répétés et regroupés. Ainsi, une fois traité, je devais analyser, interpréter les données et je m'étais appuyé sur la technique d'analyse narrative et sur l'approche déductive. Ça me permettait de nommer, d'expliquer tout au moins les données. La phase empirique m'a permis de collecter 5 grandes catégories d'informations, 5 grandes catégories de données. Par rapport à l'identité, d'abord, j'ai pu constater que les jeunes adultes migrent le moins. J'ai pu constater que les jeunes femmes migrent le plus que les jeunes hommes. Bon, dans le corps du texte, j'ai donné les chiffres et certains détails. Par rapport au profil des migrants, avant la migration, avant d'arriver à Jacmel et pendant
la migration. Il y a plus de migrants forcés qui ont laissé des propriétés dans leur zone de départ. Et une fois arrivés à Jacmel, on a constaté une dégradation de leurs revenus. Par rapport au déplacement, on a constaté j'avais constaté que la migration forcée se fait sur le vif. Les gens prenaient la décision de partir sans pouvoir mettre de date, sans pouvoir planifier, vu que la situation l'exigeait. Et comme je vais le démontrer plus tard, et on était dans une situation de survie. Et on a remarqué, par rapport aux théories convoquées, par rapport à ce que le terrain m'a enseigné, j'ai remarqué une faible trace de présence des réseaux de contact. Par rapport à la violence, on a remarqué l'étroitesse de la frontière entre la vulnérabilité de la population et la brutalité des actes criminels, autant la diversité des menaces. Et par rapport à la résidence, on a remarqué que la situation des migrants avant était davantage plus proche de leur réalité. Ils connaissaient les gens, les institutions, leurs zones. Mais pendant la migration, il y avait certaines limites en termes d'appropriation du milieu, de l'espace d'arrivée. Ça m'a permis d'avoir des enseignements, ça m'a renseigné. Alors, les informations du terrain m'ont conduit à des enseignements. D'abord, du terrain aux théories, j'avais compris que la migration forcée économique de la demande de main-d'œuvre migrante ou des exigences de l'économie capitaliste mondiale, comme j'avais souligné dans les théories évoquées, particulièrement dans les approches sur l'origine, la cause, les approches classiques de la migration. Alors, dans ce sens, j'avais remarqué que la migration est plutôt une question de vie ou de mort, et surtout d'ordre existentiel. Il y a un deuxième bloc d'approches, c'est plutôt les approches de la sociologie sociale, des sociologies, de la géographie, des théories sur les effets de la migration, qui présentent des liens étroits avec le phénomène étudié. Cependant, il y a encore l'aspect de la survie, les risques encourus par les migrants, par les déplacés, que ces approches n'ont pas pu cerner. Comme deuxième grand lot d'enseignements que j'ai pu déceler, il y a une orientation vers une nouvelle géographie sociale et culturelle locale du point de vue de la démographie et de l'économie. Et visiblement, on voit que la taille de la population locale a augmenté. Visiblement, on a constaté, évidemment, le terrain nous l'a montré, mais visiblement, on a constaté une pression sur les prix en termes de logement, en termes d'éducation, pour s'acheter les besoins de première nécessité. Du point de vue de la géographie sociale également, on a vu des transformations, on a constaté une territorialisation de l'espace, particulièrement avec des constructions de maisons, des aménagements de routes, mais au niveau individuel, on a constaté à ce sujet, en termes de géographie sociale, la création et l'appropriation de plusieurs espaces. Je peux en citer trois. Par exemple, il y a l'espace de vie, l'espace social, l'espace vécu. L'espace de vie comme l'ère des pratiques sociales, des pratiques spatiales, comme les lieux, une place publique, la fréquentation du marché, d'une zone quelconque. C'est un espace physique qui est approprié par le migrant. Et j'ai remarqué également au niveau de l'espace social, avec les interactions, la rencontre d'autres personnes, d'autres liens qui sont développés. Et enfin, en termes d'espace qui ont été affectés, j'ai remarqué au niveau de l'espace vécu, bon, l'espace de vie, c'est plutôt au niveau de la dimension émotionnelle, c'est par rapport à la subjectivation de l'espace. C'est comme quelqu'un qui arrive à Meyer, qui s'approprie les limites, les repères, les maisons, les façades, les gens, les marchands, qui rencontrent les personnes, qui se font une idée de la situation locale et qui arrivent à se faire une représentation. Et également, en termes du point de vue de la géographie culturelle, les migrants arrivent avec des référents, les migrants arrivent sur le terrain, ils se sont confrontés avec des ingrédients culturels également. Comme troisième grand lot ou grand paquet de renseignements que j'ai pu m'approprier, j'ai pu aboutir ou me retrouver face à un intérêt pour la phénoménologie. Alors, j'étais en train d'étudier un phénomène assez évolutif. Je voulais tout au moins regarder comment, à travers d'autres éléments, d'autres théories, d'autres approches, je pouvais cerner la question, d'autant plus que c'est une question qui est au carrefour de l'intersubjectivité. C'est le monde de la vie, c'est le monde de la conscience, c'est la confrontation entre les récits de vie, ce qui est personnel, intentionnel, ce qui est individuel, ce qui est perçu par rapport à l'ensemble de la réalité. En ce sens, j'avais convoqué la phénoménologie.
Et j'aimerais vous rappeler que j'avais deux objectifs. Et d'abord, je voulais procéder à une étude d'impact et ensuite oser critiquer l'expansion des théories dans l'étude des phénomènes en sciences sociales et humaines. Et je suis parvenu à atteindre mon objectif. Enfin, j'ai vérifié mon hypothèse qui atteste une confirmation vu que la migration forcée impacte la réalité sociale. Je peux rapidement citer quelques éléments, quelques faits. La question d'impact de la migration se situe à la croisée des chemins et de la démographie et de l'économie, comme je viens de le dire tantôt par rapport à l'augmentation de la taille de la population, à la croisée des chemins de la géographie sociale par la territorialisation des espaces pour répondre aux nouveaux besoins, pour s'approprier les lieux, pour se poser de nouvelles frontières, des bornes, de nouvelles références, et par rapport à la sociologie, par rapport à la géographie culturelle. En ce sens, j'ai constaté que mon hypothèse est confirmée, vu que, comme je viens de le dire, la migration forcée agit sur la société. Mais je dois mentionner que c'est un double impact. Autant que la migration agit sur la société agit inversement sur le migrant, sur la migration. Et le pari que je voulais mener était de montrer que les modèles théoriques avaient des limites. Et bien justement, j'ai pu remarquer par rapport à la méthode qualitative que j'ai utilisée pour traiter la migration forcée, j'étais sur les subjectivités et j'étais sur les individualités qui invitent les gens à prendre, qui invitent les chercheurs particulièrement à prendre des précautions, je dirais, épistémologiques. Ne pas prendre des conceptions, des savoirs, des techniques qui ont été développées sur la base d'autres réalités et les porter dans une réalité nouvelle sans être prudent. Et c'est la raison pour laquelle cette étude m'appelle à la modestie et appelle aussi à être attentif aux données du terrain. J'avais posé une question dans ma tête, c'était une provocation, mais à la fin de l'étude, j'avais trouvé que c'était vraiment fondé. Je m'étais dit, quelle théorie pour Haïti? D'entrée de jeu, on pourrait dire, mais comment parler d'une théorie pour un pays vu que les théories ont une portée universelle? Mais j'ai misé surtout sur le fait qu'avant d'utiliser une théorie, il faut bien regarder les outils, il faut bien mesurer le matériau sur lesquels on va travailler, particulièrement quand on est en sciences sociales, quand on est en sciences humaines. Ce travail est justement assez limite et c'est la raison pour laquelle j'invite les gens à l'utiliser avec beaucoup de modération. Par exemple, j'étais dans les possibilités de vérifier la véracité des récits, des faits évoqués, des opinions. Des opinions évoquées par les migrants. Il y a l'absence de chiffres sur la taille de la population. Je ne pouvais pas vérifier si mon échantillon était représentatif et je m'étais fixé des limites éthiques vu que je ne pouvais pas explorer des contenus potentiellement thématiques. Et enfin, j'avais décidé de négliger le lien entre l'intégration des migrants dans la nouvelle communauté et la reconstruction psychologique de ces personnes. Merci, cher jury. Merci, Madame la Présidente Marie-Mite Duverger. Docteur Nelson Sylvestre, merci pour votre lecture critique et je remercie mon encadreur rigoureux et inspirant, Docteur Jude-Marie Saint-Martin. Merci beaucoup. Attendez-nous. Madame la Présidente, je suis désolé, nous avons un problème à l'université. Le son était coupé. Pouvez-vous reprendre pour moi, s'il vous plaît? Madame la Présidente, votre micro est fermé. Le problème est du côté de la Présidente, ce n'est pas de votre côté. Merci, Monsieur Donner, pour cette présentation. Vous avez su nous faire voyager au cœur de votre recherche. Et à présent, nous rentrons dans la phase de dialogue et d'échange scientifique. Et docteur Jude Marie, ce matin, nous vous écoutons. Donc, merci aux membres du jury et félicitations à Alain Pétran. Et normalement, j'avais eu plaisir de travailler avec l'étudiant et surtout pour sa maîtrise de
de certaines théories portant sur la migration. Normalement, donc, il a fait un travail, donc, je pense, potable. Donc, et il a la possibilité de se défendre. Je préfère donc laisser donc, la parole donc, au docteur Sylvestre, et qui à coup sûr va apprécier donc, le travail à sa juste valeur. Merci. Merci, docteur Jude, Marie. Et nous allons maintenant céder la parole à notre rapporteur, docteur Nelson Sylvestre. Docteur, je vous cède la parole. Merci, présidente. Et merci, Jude. Merci, Claudie. En réalité, Claudie, c'est un étudiant très, très capable. Je l'ai eu comme étudiant dans ce cours, je me rappelle, et qui est très ponctuel, persistant, et je ne pouvais pas voir si c'était lui avec le nom, parce que les noms m'échappent souvent, mais je pense que c'est important, c'est un très très bon travail, et il a fait un très bon développement, et la présentation orale était vraiment correcte, et je te félicite, Claudie, pour ce travail. Et comme on dit souvent, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Donc, je pense que c'était le coup. Et alors, par rapport à ton travail, tu n'auras pas à te défendre comme on le faisait dans le temps. Dans le temps, dans les jurys, on mettait souvent accusateur. Aujourd'hui, nous mettons de référence rapporteur. Et c'est pour montrer que c'est de préférence une appréciation du travail qui a été réalisé sous la supervision d'un encadreur. Donc, sur cette base, tu seras tout simplement en réplique orale après ta présentation orale. Et on va commencer avec cette réplique, cette séance de réplique. Et dans ton travail, tu parles de gang. J'aurais bien aimé savoir pourquoi tu dis gang. On fait ça, oui. C'est coude à coude. Je te dis, oui, tu me le dis. Merci, docteur Nelson. Alors, docteur Sylvestre, et permettez que je remercie à nouveau mon directeur qui vient de me renforcer dans mon appréciation pour les études, particulièrement pour l'expérience que je suis en train de faire avec l'IUS. Alors, j'ai mentionné gang armé, je n'ai pas seulement parlé de gang armé. C'est par rapport à différents concepts qu'on utilise, bandits armés, criminels. Je voulais pendant tout le travail parler de thèmes assez courants, précis, et c'est vrai, gang, c'est une forme d'anglicisme, mais vu que ça a intégré la communauté dans notre parler, dans la compréhension des gens, j'avais préféré des thèmes simples, faciles de compréhension et qui pouvaient rapidement évoquer la réalité que je voulais traduire. Très bien, c'est vrai qu'on est en sociologie, mais c'est également vrai qu'un travail scientifique, la plupart du temps, cherche à sortir de l'ordinaire. Parce que je me rappelle qu'une journaliste en France m'avait sollicité pour un entretien. Et justement, elle parlait de gangs. Je lui avais dit, bon, pourquoi vous parlez de gangs? Et qu'il faut qu'on se mette d'accord sur ce que cela signifie en disant gang. Donc, après m'avoir écouté, elle a accepté qu'on pouvait faire l'entretien. Parce qu'à mon humble avis, quand on parle de violence, il faut voir la violence dans toute sa splendeur. Et j'ai l'impression que populairement en Haïti, on parle de gang en faisant référence à des gens armés par une manière ou une autre. Et les gens armés en Haïti reçoivent ces armes-là, on ne sait par quel mécanisme. On peut la plupart du temps réfléchir sur ces mécanismes, mais on ne peut pas facilement savoir de quel côté viennent ces armes par rapport à leur calibre, etc. On en parle en Haïti. On dit souvent que bon, ces armes coûtent tellement, et comment quelqu'un
à ce niveau social, peut parvenir à avoir une âme de ce genre. Donc peut-être que l'élément visible, c'est la personne armée, avec son arme, ses armes. Mais si on parle de violence, on voit les canaux par lesquels ces armes-là sont arrivées. On parle de gang, ce devrait être, à mon humble avis, un mouvement plus vaste. D'ailleurs, parler de gang, bon, si on devrait parler en français, on parle de bande. On n'a pas l'impression qu'il y a de bandes organisées en Haïti. On n'a pas cette impression. Par les modes de recrutement et par les langages utilisés, à la base, il n'y a pas une cause en défense. Donc, dans un travail scientifique, parfois, ça mérite considération. Je voulais attirer ton attention sur ce point-là pour ne pas utiliser le mot comme on utilise populairement, parce que les gens qui organisent ou bien qui remettent ces armes-là ou qui veulent arriver au pouvoir, qui sont au pouvoir et qui ne font rien, font-ils partie également de ces gangs-là? Donc c'est une très grande question à poser. Parce que quand on fait d'ailleurs, il y a des doutes qui planent sur l'existence de cette situation provoquée par des gens ayant une arme. Donc, moi-même, en général, je l'ai toujours dit aux étudiants, on doit faire attention à des concepts populairement utilisés ou mieux cadrer ce qu'on va dire. Donc, première chose, on te comprend, mais scientifiquement, on peut pas t'accuser, mais t'excuser également de ne pas faire trop attention en utilisant l'expression. Ça, c'était pour une part. D'autre part, ferais-tu, Claudie, une différence entre migration forcée et migration provoquée? Migration forcée et migration provoquée. Merci, docteur Sylvestre. Justement, je me rappelle dans le cadre de l'un de vos cours, vous avez cité l'anecdote de votre entrevue avec la journaliste française. Et dans le cadre de ce travail, j'étais au carrefour où je devais choisir. J'avais choisi, comme je viens de l'expliquer, le concept de gang. C'est, comme je viens de le dire, c'est pour me permettre de bien situer mon travail, mais également pour circonscrire la violence. Quand les gens parlent, ils parlent de gang. Et je devais aller sur le terrain rencontrer des gens qui entendaient parler d'une personne. Je peux parler de criminel pendant que dans sa tête, il n'a pas la notion criminel, je dirais, c'est une qualification juridique. Pendant que dans sa tête, il n'a pas ces références, il n'a pas ce concept. Il est habitué avec le concept de gang. Pour avoir les informations qui lui concernent, je dois parler son langage. Évidemment, dans le texte, dans certaines parties, quand je qualifiais les faits de violence, je parlais de crimes, je parlais de diversité des crimes, justement de la multiplication des crimes. C'est pour une première partie de votre préoccupation. Je ne pouvais pas parler ou localiser la provenance des armes, vu que j'étais dans une étude qui s'adresse à une population directe et les victimes et les victimes potentielles de la violence criminelle, de la violence des gangs. Je ne pouvais pas leur demander de m'informer Alors, si je m'enquêtais probablement de l'État, auprès de la DCPJ, j'aurais pu m'intéresser à la provenance des armes au calibre, mais vu que j'avais affaire avec la population, simple petite population qui devait me comprendre et que je voulais comprendre également, je circonscrivais mon discours dans leur logique territoriale. Mais je suis conscient qu'il y a une économie criminelle qui s'exerce en Haïti et dans le cadre du travail, dans certains aspects, je l'évoque, une économie criminelle où généralement on a tendance à accuser, sans partir dans le militantisme, à accuser les gens, à accuser, je dirais même parfois, et c'est ma position, des victimes qui sont devenues des beaux aujourd'hui, les gens qui ont été exclus et exclus de la société, marginalisés, écartés des services sociaux, de logement, de nourriture et qui ont réagi par la violence pour devenir aujourd'hui des gangs,
moi j'évite toujours à utiliser ces étiquettes. Mais vu que je suis dans le cadre d'une enquête qui m'exige à aller sur le terrain et apprécier les informations, je reste dans le cadre précis de l'enquête. Et dernière réaction par rapport à cette partie, justement, les gangs sont organisés en bandes. Depuis plusieurs années, j'ai cité dans mon travail, il y a des regroupements de gangs, particulièrement G9, qui a une structure, qui a une gouvernance, ils ont des liens, ils partagent. Et si une base est attaquée, les dirigeants peuvent, les chefs peuvent se réfugier chez d'autres gangs. Il y a une forme d'organisation que d'autres enquêtes pourraient approfondir, que j'étais incapable de toucher dans le cadre de cette enquête. Par rapport à votre question sur la différence que je fais entre migration forcée, migration provoquée, dans le cadre de mon travail, j'avais le choix entre migration forcée et migration tout court. Mais j'avais compris que les gens n'ont pas décidé de partir de chez eux. Et ce sont des personnes qui ont sorti pour aller travailler, pour aller à l'école, et quelqu'un leur appelle pour leur dire de ne pas rentrer. Et de mon échantillon, dans les interviews, j'avais trouvé des personnes qui m'ont expliqué des histoires que j'ai transmises et dans le travail également, qui ont dû fuir sur le coup, sur le tas. Et c'est une forme de migration forcée parce que les gens n'avaient pas voulu. Je ne suis pas en train de parler de migration d'études, migration économique, de migration pour des regroupements familiales, mais je parle de préférence d'une situation où les gens sont contraints. Si vous ne partez pas, vous risquez votre vie. Et c'est une question de survie. C'est l'un des éléments qui m'a permis de soutenir ma critique des théories. Les théories que j'ai évoquées ont tendance à parler de la migration volontaire dans un cadre classique, un Maghrébien qui laisse un Afghan qui laisse son pays dans un cadre volontaire, qui a le parcours migratoire, contrairement à quelqu'un qui laisse, et dans un instant, qui laisse pour sa survie. Donc c'est à la fois une migration provoquée par la situation globale, par la dégradation des conditions de vie, des attaques armées dans les quartiers, des incendies dans les quartiers, et c'est une situation qui est provoquée, mais qui a contraint les gens à fuir. Donc, en ce sens, on peut parler de migration provoquée, immigration forcée, mais vu que pour être précis dans le cadre de ce travail, j'avais tout le long du parcours évoqué le concept de migration forcée. Mais c'est provoqué justement parce que les gens n'ont pas voulu. Très bien, très très bien. Et en réalité, pour l'assistance, effectivement, c'est le niveau de contrainte exercé sur les déplacés qui définit la nature de la migration. Et comme l'a si bien dit Claudie, en réalité, c'est des déplacements involontaires et par rapport à des contraintes ayant un impact réel et direct sur leur vie. Donc, c'est de la migration forcée, tu avais bien choisi. Même si, quand on voit les gens partir pour le Brésil, le Chili, bien avant, pour Biden, c'était une forme de migration provoquée dans ce cas-là. Donc, il y a un mélange, si vous voulez, de migration provoquée et de migration forcée. Mais je pense que ton travail cadre bien avec le concept utilisé et c'est un travail bien écrit et je vous en félicite. Merci, Madame la Présidente. Merci, Dr. Sylvestre. Et merci, M. Donner, pour vos réponses qui démontrent une capacité à défendre vos choix scientifiques. Bravo. Et je passe la parole à Dr. Jude ce matin pour des commentaires. Moi, je n'ai rien de spécial à ajouter. Mais une fois encore, mes félicitations donc, à Donner. Et je lui souhaite du succès et dans ses nouvelles perspectives. Donc, je ne sais pas encore. Et je le conseille donc à poursuivre donc, et ce thème et peut-être dans d'autres études. OK, merci. Et en tant que président de ce jury, je vais à présent faire quelques commentaires et donner sur votre travail. Bon, la caractérisation des déplacés comme migrants forcés est une conceptualisation essentielle qui entre le phénomène dans le vaste champ des études migratoires, tout en accentuant la dimension
corrective de leur déplacement, c'est très bien. Mais au niveau de l'introduction et dans tout le devoir, il est juste de noter la présence de phrases parfois excessivement longues suivant le canevas de l'IUS, et notamment dans l'introduction, il y a des paragraphes, la fragmentation des paragraphes trop longs est une exigence académique. Et il y a des paragraphes qui contiennent 23 lignes, par exemple. C'est vraiment excessif et il doit être divisé pour améliorer la lisibilité et assurer que chaque unité conserve une cohérence thématique unique. Et également au chapitre 3, section 3, la remarque signale des erreurs typographiques et une longueur excessive du paragraphe dans cette section. Il y a des veufs à corriger, des orphelins à prendre en compte. Et également, au niveau du chapitre 1, troisième section, il y a 5 sous-sections. On remarque 5 sous-sections. Également, il y a d'autres observations sur la présentation des profils socio-économiques comme vous donnez comme référence dans les textes, chaque référence, tableau 3, tableau 5, et vous devez prendre impérativement compte de ces remarques-là. Il y a également la segmentation que vous devez prendre en compte. Et il y a, au niveau des sections, il y a migration et subjectivité au lieu de la migration et subjectivité. Il s'agit d'une convention stylistique visant à la généralisation du concept et son application doit être cohérente à travers l'ensemble du document. Il faut éviter la tique définie. Il y a une sous-section, il y a la migration et subjectivité. C'est un exemple, il y en a d'autres, mais vous devez remplacer par migration et subjectivité. Également, j'ai déjà parlé il n'y a pas d'équilibre entre les chapitres. Et la structure de 3 chapitres, oui, c'est conventionnel et pertinent, bravo, mais il faut essentiellement veiller à l'équilibre des volumes de chaque chapitre. Le chapitre 1 est vraiment dense, mais il y a 5 sous-sections. Chapitre 3 soit suffisamment étoffé pour présenter et discuter en profondeur les résultats de la recherche, car c'est là que réside la contribution originale de l'étude. Et la liste des auteurs cités atteste d'une base théorique solide, bravo, mais toutefois la migration forcée, il faut tenir compte des travaux de Suzanne, par exemple, et pour la sociologie de la violence, il y a des auteurs comme Loïc Vacan. Pour l'intégration et l'adaptation, il y a Ruben, par exemple. Ce sont des propositions. Et il faut tenir compte également des auteurs haïtiens et des auteurs haïtiens. Et bravo pour cette présentation, pour la façon dont tu as présenté et tu as traité ce travail, bravo. Mais je vous conseille de suivre ces remarques. Et je ne sais pas si Dr Sylvestre a quelque chose à ajouter ou bien a d'autres questions. Après ça, j'ai une question pour vous. Non, pour ma part, c'est bien. J'ai apprécié la manière de présider. J'ai apprécié. Ok, c'est bon. Eh bien, ok. J'ai une question pour vous donner.
Et votre étude se concentre sur la section communale de Bac-Cap-Rouge. Pourriez-vous nous préciser dans quel département d'Haïti se situe exactement cette localité et quelle a été l'importance de ce choix géographique spécifique pour la pertinence de votre recherche? Madame la Présidente, merci pour vos remarques. Mais je voulais réagir rapidement seulement sur l'équilibre du texte. Et mon directeur de mémoire a pris du temps pour travailler là-dessus, vraiment travailler là-dessus. Et on est passé à une différence de 3 pages par chapitre, 3 pages de différence par chapitre. Et j'étais dans l'obligation de respecter les 60 pages max que IUS m'avait demandé. Donc on s'était arrêté, on s'est mis d'accord qu'on reste là. Pour s'il y a de veuve et d'orphelin, je n'ai pas couru le texte, je viens de voir qu'il y en a une veuve, justement, ça m'a échappé. Je sais pas si, de toute façon, ça m'a échappé. Par rapport à votre question sur le pourquoi j'avais choisi la section communale du Bac-Cap-Rouge, d'abord, c'est une des sections communales qui m'intéresse. Je suis à Jacmel, je travaille à Jacmel, je travaille particulièrement sur le département, mais je suis directeur d'école dans cette section communale. Je rencontre des parents, je rencontre mes enseignants, mes employés, et qui côtoient ordinairement, quotidiennement les migrants, qui côtoient les personnes avec leur nouvelle réalité. Et à un certain moment, on a dû faire face à une augmentation de demande de places scolaires pour des élèves qui arrivent des zones en difficulté. Ça a fait un déclic dans ma tête. Mais ça a fait un autre déclic dans ma tête. C'est probablement une ouverture que je peux me permettre dans le cadre de cet échange scientifique. Bac-Cap-Rouge, comme je l'ai dit dans mon texte, Bac-Cap-Rouge se situe dans le département du Sud-Est, à Jacmel particulièrement. J'ai dit dans mon texte que c'est l'une des poches électorales les plus importantes. En 2016, lors des dernières élections, Bac-Cap-Rouge, à elle seule, avait 32 000 électeurs. À 32 000 électeurs, on était prêt pour élire un sénateur pour le Sud-Est. Et je suis un acteur politique. Je suis en politique, j'ai un intérêt particulier pour les élections. Et quand on parle d'élection, le vote est un élément capital. Je suis intéressé à comprendre la réalité de cette section communale et rester proche des gens, proche de la réalité, pourvu que, évidemment, être candidat ne veut pas dire qu'on va servir seulement une partie de la communauté, une partie de la population, n'en déplaise aux personnes qui m'écoutent, qui sont de Belance, qui sont des Côtes de Fer, qui sont partout à travers le Sud-Est et qui sont mes votants potentiels. Mais j'avais mis l'accent sur la section communale de Bac-Cap-Rouge. D'une part, c'est la section qui concentre les institutions publiques, c'est la section qui concentre beaucoup plus d'institutions privées en termes d'écoles et privées en termes d'universités. IUS est sur la section de Bac-Cap-Rouge. C'est le poumon économique du département avec un marché et avec des magasins. Donc, c'est une zone qui m'intéresse par rapport à son évolution et par rapport à tout ce qui bouge dans cette zone, que c'est au niveau social, économique et c'est au niveau particulièrement politique. Je suis très intéressé. Merci beaucoup, Doné. Merci. Et bon, il est l'heure. Et je tiens à remercier chaleureusement le docteur Jules Mater pour son encadrement précieux. Et remercier également à mon directeur de thèse, notre rapporteur, docteur Sylvestre. Et merci beaucoup. Et merci à l'assistance. Et merci encore. Je vais me retirer pour céder la place. Docteur Providence, pour notre séance. Merci beaucoup. À bientôt. Merci.